terrain. Bonjour à tous, vous écoutez Podio Tout Terrain, le nouveau podcast de Podio. Tous les mois, on vous raconte une belle histoire de sport, un événement marquant, on part à la rencontre d'un athlète célèbre ou qui mérite de le devenir. Tous les mois, on vous emmène sur un nouveau terrain de sport. Et pour ce deuxième épisode, on a choisi les profondeurs. C'est une discipline plutôt méconnue qui est mise à l'honneur, l'apnée, et une athlète hors du commun que François Pinet a rencontrée. Elle s'appelle Alice Modolo, elle a 37 ans et elle est devenue cet été la toute première française à descendre à 100 mètres de profondeur. Dans cet entretien passionnant pour Podio Tout Terrain, l'apnéiste raconte son parcours incroyable et la relation passionnelle qu'elle entretient avec son sport. Bonne écoute! Bonjour Alice. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Donc on est à Antibes, là où tu habites, mais tu n'es pas d'Antibes, tu es auvergnate. Exactement. Mais pour ta passion, pour l'apnée, tu es venue ici. Depuis combien de temps tu fais de l'apnée ? J'ai commencé l'apnée en 2007, j'avais 23 ans. Mais alors comment ça se fait que cette jeune auvergnate se tourne vers cette discipline ? Et ben justement, je me suis surprise moi-même et la chose que je voulais, c'était trouver mon sport passion. Et j'avais vraiment envie de trouver ce sport pour vivre des émotions. C'est la Coupe du Monde 98 de football qui me donne envie de partager ça avec des coéquipiers, d'avoir un coach. J'ai envie de vivre cette expérience et là, je me dis, il faut que tu trouves ton sport. Et là, je me remets je sens que ma tête est en ébullition. Je veux trouver mon sport. Et c'est comme ça que au bout de 2-3 ans, que je me retrouve dans une piscine à Clermont-Ferrand. Alors, pas pour faire de l'apnée, pour faire de la plongée bouteille. Je veux passer mon 2e niveau de plongée bouteille. Et je sais pas qu'à ce moment-là, c'est pas la plongée bouteille qui va m'intéresser, mais c'est ce qui se passe dans la ligne d'eau d'à côté. Il y a des apnéistes. C'est encore un sport qui est très, très, très méconnu. Et je les vois parcourir des distances qui me paraissent complètement inhumaines. C'est gracieux, ça paraît fluide, d'une simplicité déconcertante. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je veux essayer. Et voilà, une fois que j'essaye, c'est terminé. J'ai un coup de foudre, je le sais pas encore, mais cette discipline va guider mes pas et va changer ma vie jusqu'à ce que je déménage, que je renonce au cabinet dentaire de mes parents. Et plus tard, que je renonce à ma profession de chirurgien dentiste. Donc, ouais. Parce que justement, tu es dentiste de formation, enfin, tu as fait une formation de dentiste. Et tout le monde doit se dire pourquoi elle a quitté le monde des dentistes pour faire sa passion finalement. On se dit que quand on est dentiste, on gagne bien sa vie. Tu as fait un choix quand même risqué. C'est sûr que quand je prends cette décision d'arrêter mon travail de chirurgien dentiste, ça paraît complètement déraisonnable. Et même moi, j'ai du mal à me dire que je suis en train de faire ça, mais je suis animée de quelque chose qui est tellement profond, je peux rien faire. C'est un peu comme si, je fais souvent cette comparaison, j'ai l'impression d'être la cavalière d'un pur sang. Si je braque le pur sang, je sens que ça va être la catastrophe et donc il faut que j'essaye de dompter ce corps qui me pousse à faire ça. Je sais pas pourquoi, mais je me dis que ça va être incroyable. Et bien sûr, j'ai eu beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur, et puis il y avait pas que les miennes, puisque j'avais aussi toutes celles des personnes qui m'entourent, ma famille, mes amis. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui lui prend ? Ça y est, elle a perdu la tête. Comment on peut quitter une profession comme ça qui apporte autant de sécurité ? Et puis j'ai fait quand même 6-7 ans d'études pour se diriger vers un sport où un sport qui est très peu reconnu, où on n'a pas d'aide financière, où on doit tout trouver tout seul, on est livré à nous-mêmes, et en plus un sport assez extrême. Donc même moi, j'essayais de pas trop réfléchir parce que ça me paraissait complètement dingue. Et là, ton choix tu es encore sûr de toi ou tu es encore tiraillé ? C'est sûr que, bien sûr, il y a toujours cette petite voix qui revient vers moi dans ma tête. Alors, quand j'étais dentiste, il y avait cette petite voix qui me disait « Alice, un jour, tu vas faire 100 mètres,
tu le sais pas, mais tu vas faire un jour 100 mètres. Et tous les jours, j'ai eu cette petite voix qui me sortait du système. Et puis aujourd'hui, de temps en temps, j'ai quelques petits sursauts en me disant, bon sang, je vais quand même avoir 37 ans. Est-ce que je suis bien sûre de moi? Et j'essaye de me pousser à réfléchir, à comprendre les enjeux, pour être bien sûre de mes choix. J'observe mon corps, comment il réagit quand je me dis possiblement, peut-être, tu n'auras jamais d'enfant. Possiblement, peut-être, tu vas passer à côté d'une vie de femme, de couple. Je peux rien faire. L'apnée prend toujours le dessus. Je ne peux rien faire. Donc, j'essaye de ne pas lutter et de lâcher prise, et ce don que j'ai, je pouvais pas le gâcher, et j'ai l'impression que c'est un peu une mission de vie. J'ai quelque chose à partager, à dire à travers l'apnée, et je me considère très chanceuse, et je rencontre plein de gens qui me disent toi tu as de la chance, tu as un rêve, tu as des rêves, tu as une passion, on t'envie tellement. Podio tout terrain, tout terrain, tout terrain, tout terrain, tout terrain. On ne sait pas à ce moment-là que ça va être pour Beyoncé, puisqu'elle arrive dans un second temps sur le projet. Et quand on sait que Beyoncé est intéressée par poser sa voix sur ce titre, on sait et adore les images, on sait que potentiellement cette chanson et ce clip vont avoir des retombées énormes, et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a plus de 500 millions de vues. Podio tout terrain. T'as failli quand même pourtant arrêter la compétition. T'as arrêté déjà la compétition à plusieurs reprises. Oui, bien sûr, hein, la vie est pas un long fleuve tranquille. Elle nous pousse un peu dans nos retranchements. Quand je suis arrivée dans le sud, j'ai passé 6 mois. Les 6 premiers mois ont été vraiment merveilleux. Je pouvais plonger comme je voulais. En parallèle, je travaillais. J'ai quand même travaillé 10 ans en tant que chirurgien dentiste, donc j'ai mené de front ces 2 carrières. Et puis très vite, la réalité m'a rattrapée, c'est-à-dire que recommencer à zéro dans une nouvelle région, c'est pas si simple. Et il m'a fallu me concentrer que sur ma profession. Je me suis spécialisée dans les enfants. J'ai fait une formation pendant 2 ans à Paris, et donc cette vie professionnelle m'a écartée de ma passion. Et ça a été assez douloureux, parce que je me disais, je suis venue dans le sud pour plonger, et j'arrête de plonger après 6 mois. Je me disais, il y a quelque chose que t'as pas compris, comment t'as pu te tromper autant. Et puis bien sûr, tout le monde se délecte de te dire, tu vois, j'avais raison, rentre en Auvergne, il y a nos cabinets qui t'attendent, qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien que tu fais n'importe quoi, raisonne-toi un peu. Et bien sûr, on ne sait pas qui croire, mais toujours, je me réfugie dans mon corps, dans mes ressentis, et j'expérimente. Je considère que je suis mon propre cobaye, et j'ai appris à écouter de plus en plus mon instinct et mes ressentis, et généralement c'est la seule chose en laquelle j'ai confiance. J'ai lu que c'était grâce à Beyoncé que tu avais décidé de replonger, de retourner à la compétition. C'est vrai ou c'est faux? Ouais, il y a quelque chose d'assez vrai dans ça, parce que en fait, pendant ces 4 ans où je fais plus de compétition, l'apnée revient à moi sous forme de projet artistique. Et puis, il y a ce clip de Beyoncé où au départ, on ne sait pas que c'est pour Beyoncé, mais j'ai mon ami Guillaume Néry qui me dit, alors que je suis en train de soigner mes gens sur le fauteuil dentaire, me dit, ça te plairait d'aller en Polynésie tourner un clip? Je dis, ouais, dit comme ça, c'est pas mal. C'était pour moi une sorte d'évasion, et ça mettait un peu de piment dans ma vie de chirurgien dentiste très classique. Et je saisis cette opportunité, et on ne sait pas à ce moment-là que ça va être pour Beyoncé, puisqu'elle arrive dans un second temps sur le projet. Et quand on sait que Beyoncé est intéressée par poser sa voix sur ce titre, on sait et adore les images, on sait que potentiellement cette chanson va
ce clip vont avoir des retombées énormes, et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a plus de 500 millions de vues. Ça paraît complètement ahurissant. Et c'était agréable à faire? Ah, c'était très compliqué. Ah ouais. Pire qu'une descente dont tu as l'habitude. Ah oui, là, on me sortait complètement de ma zone de confort. Donc, j'avais arrêté de m'entraîner en apnée depuis 2-3 ans. Donc, voilà, j'étais pas préparée. Et en plus, comme je le disais, la mer, c'était pas mon terrain de jeu. J'avais l'habitude d'y aller en combinaison, masque, le long d'un câble. C'était mes repères. Là, on me met en jean, la tête à l'envers, sans rien sur le visage. On m'a sorti complètement de ma zone de confort. Et c'était vraiment un tournage éreintant, en milieu naturel, dans du courant. 4 jours intenses qui m'ont demandé beaucoup de... Voilà, quand j'ai quitté le cabinet, je rêvais de la plage de sable fin, de l'eau turquoise, des cocotiers, et j'avais pas anticipé que ça allait être aussi physique et stressant et dans un univers que je connaissais pas. C'était une performance à part entière, oui. Podio tout terrain. Bien sûr, je me pose des questions un peu existentielles. À la veille de mes 37 ans, je me dis, t'as atteint ton rêve, t'as fait 100 mètres, t'es la première femme française à avoir atteint cette profondeur, c'est ce que tu voulais faire. Est-ce que ce serait pas bien d'en rester là ? On va parler un petit peu de toute la préparation. Évidemment, c'est une préparation toute particulière, physiquement, mentalement, j'imagine, avant une descente. Ceux qui nous écoutent ont sans doute déjà mis la tête sous l'eau, et donc vous connaissez les sensations qu'il peut y avoir, les douleurs aux oreilles, le sentiment d'oppression, hein, le souffle court, bien sûr. T'es pas faite comme les autres ? Ou toi aussi tu ressens des douleurs comme ça et tu ressens la même chose que nous finalement quand on met la tête sous l'eau pendant un certain temps? Ce qui est génial, c'est que je viens de ce monde-là. Comme j'étais pas du tout aquatique et comme j'étais pas née au bord de l'eau, moi ces sensations-là, je les ai toutes eues. Et donc c'est un atout colossal aujourd'hui pour initier les gens à l'apnée, parce que je sais par quoi je suis passée. Quand j'ai commencé l'apnée à 23 ans, ça a changé tous mes repères, de me priver de respirer. Bien sûr, j'ai eu ces angoisses, cette sensation d'être serrée, d'être oppressée. Les oreilles, c'était pas facile à compenser. Mais néanmoins, il y avait ce petit jeu avec mon corps qui me plaisait, qui me permettait de m'extirper de ces sensations un peu inconfortables. Et c'est comme ça que j'ai réussi à commencer l'apnée, et c'est vraiment des sensations qu'on peut ressentir très très rapidement. Aujourd'hui, tu ressens du plaisir quand tu plonges? Oui, je ressens du plaisir, je ressens du dépassement, Après, être bien dans la mer, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement par rapport aux autres qui, comme encore une fois je le dis, qui ont eu la chance d'évoluer depuis petit dans l'eau. Moi, il m'a fallu du temps, mais bon, ça a apporté ses fruits. Il y a une préparation mentale, j'imagine, importante. En proportion, qu'est-ce qui est le plus important? Une préparation physique, la préparation mentale avant une plongée, avant une descente en profondeur? Pour moi, c'est la préparation mentale qui prime. Et du coup, j'ai voulu le prouver. Et donc, si vous posez la question à mes coéquipiers et mes homologues masculins, ils m'ont toujours dit « mais t'es qu'une feignante, quand est-ce que tu vas te mettre à t'entraîner ?» Parce que tout apnéiste saura vous dire que c'est une discipline mentale, mais quand vous leur demandez comment ils entraînent le mental, là, ça devient plus compliqué. Et donc, moi, je voulais comprendre qu'est-ce que c'était que le mental, comment on le travaillait. Moi, j'ai tout de suite compris que c'était ma force, le mental. J'ai axé toute ma préparation là-dessus, à déjà découvrir ce que ça voulait dire, le mental, à trouver des personnes qui pouvaient m'aider là-dedans.
Et c'est comme ça aujourd'hui que j'ai fait la différence. Et vraiment, là où j'ai pris une impulsion énorme, c'est quand j'ai rencontré mon préparateur mental, Alain Para, qui est aussi thérapeute, et donc il s'occupe d'athlètes de haut niveau. Il a beaucoup d'expérience, et là j'ai compris que je tenais entre mes mains ce qui allait faire la différence. Et au bout de, ça fait 3 ans que je travaille avec lui. Au bout de 3 ans, j'ai un record du monde. J'arrive à battre un record du monde et à être la première Française à atteindre 100 mètres sans donner trop d'importance à l'aspect physique. C'est pour moi énorme d'avoir réussi à prouver ça. Et je me dis qu'il me reste une palette incroyable à développer, puisque j'ai vraiment tout axé sur le mental. Et maintenant que j'ai compris un peu les clés et comment je fonctionnais, je me dis que si je rajoute du physique, boum, je vais exploser, quoi. Est-ce que tu t'es fixé une date limite où à un moment donné tu diras stop, l'apnée c'est terminé, c'était une belle histoire, une belle passion pour moi, mais je dois passer à autre chose? Bien sûr, je me pose des questions un peu existentielles. À la veille de mes 37 ans, je me dis, t'as atteint ton rêve, t'as fait 100 mètres, t'es la première femme française à avoir atteint cette profondeur, c'est ce que tu voulais faire. Sur ce parcours-là, cerise sur le gâteau, tu t'es offert un record du monde. Est-ce que ce serait pas bien d'en rester là? Oui, mais voilà. J'ai eu cette discussion avec mon préparateur mental pas plus tard qu'hier. Et bien sûr, ce serait complètement dingue de ne pas se poser ces questions-là, mais je me suis dit, non, il me reste tout le volet physique à aller explorer. J'ai ce don entre les mains. C'est devenu ma mission de vie parce que j'ai l'impression que j'explore le monde et que j'ai cette chance-là d'avoir ce potentiel, ce physique, et que ça peut servir d'exemple pour inspirer d'autres personnes à foncer dans leur rêve, mais aussi d'inspirer le monde. Ouais, j'ai cette prétention-là parce que je trouve que c'est une discipline qui m'évoque la notion de frugalité, faire plus avec moins. Comment on peut imaginer sans oxygène, sans respirer, en gros sans carburant, aller de plus en plus profond. Et moi, je trouve ça fascinant de se dire que si on arrive à utiliser nos ressources de manière ingénieuse, à se connaître de plus en plus pour économiser l'énergie, les ressources, on est capable de performer encore mieux. Je trouve que c'est un beau message pour le monde entier, pour ce qu'on vit. Et moi, ça m'aide à mieux vivre, ça m'aide dans mon quotidien à vivre autrement, en fait. Merci beaucoup, Alice. Merci infiniment. Merci beaucoup d'avoir écouté ce 2e épisode de Podio Tout Terrain. Merci à Alice Modolo pour cet échange fascinant avec François. Pour info, si vous voulez voir le clip de Beyoncé dans lequel Alice apparaît, le morceau s'appelle Runnin'. Et puis si ça vous a captivé, je vous invite vraiment à rester avec nous parce qu'un bonus vous attend à la fin de cet épisode. Je vous invite aussi à lui donner 5 étoiles à cet épisode si vous nous écoutez sur Apple Podcast ou maintenant sur Spotify, à le commenter, le liker, le partager sur vos réseaux sociaux et vous pouvez même nous taguer. Podio est présent sur Twitter, Facebook et LinkedIn. Tout ça est très précieux pour faire vivre le podcast. Et puis n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle pour être certain de ne pas manquer le prochain épisode. Ce sera le mercredi 24 novembre et ce sera avec l'excellent Julien Febvreau pour revenir sur l'accident de Romain Grosjean en F1 il y a un an. Et pour finir sur Podio Tout Terrain, je vous rappelle que l'épisode de septembre était en compagnie de l'escrimeur Romain Cannon, sacré champion olympique cet été. En ce qui concerne les autres podcasts de Podio, je vous donne rendez-vous du samedi 30 octobre au samedi 6 novembre pour 8 nouveaux épisodes de Un café pour la route, le podcast proposé par Jacques Vabre, qui sera donc quotidien à l'occasion du village départ de la Transat Jacques Vabre avec des enregistrements depuis Le Havre.
Quant à Prost in the Paddock, le podcast F1 d'Alpine, le tout dernier épisode sera à retrouver le mercredi 10 novembre. Si vous voulez être sûr de ne rien manquer de toutes ces infos et de tous ces contenus, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter de Podio qui vous est envoyée chaque mois en même temps que chaque nouvel épisode de Podio Tout Terrain. Et pour ça, rendez-vous sur podio.fr. Podio, c'est P-O-D-2-I-O. Cet épisode touche presque à sa fin. Merci à vous de l'avoir écouté. Merci également à Louis Chabin qui l'a réalisé et à Mathieu Viguier pour l'identité sonore du podcast. Merci enfin à Alice Modolo pour sa participation. Et comme je vous le disais, un bonus arrive dans un instant. Fermez les yeux, Alice vous offre une plongée avec elle pendant un peu plus de 4 minutes. À bientôt pour explorer ensemble de nouveaux terrains de sport. Je me dirige vers le câble où je vais me longer. Donc j'ai un petit leash de bodyboard et c'est ça qui va me permettre d'être connecté à ce lien de vie. C'est la seule chose qui me permet d'être attaché à cette corde, ce câble qui va me servir de guide tout au long de ma descente. Donc je m'accroche et je m'allonge sur le dos et je respire. J'ai les yeux souvent fermés. J'ai un masque. Ou plutôt des lunettes que je remplis d'eau et donc j'ai la vue un peu trouble, j'ai un pince-nez et je me laisse complètement bercer par les vagues et j'essaye de me concentrer que sur mon souffle, ma respiration. Les bruits autour de moi deviennent complètement sourds et lointains. La seule chose que mes oreilles arrivent à percevoir de manière distincte, c'est ce décompte. 3, 2, 1, top officiel. Et là, je sais que j'ai 30 secondes pour prendre ma dernière inspiration et m'immerger. Et j'emmagasine un maximum d'air parce que je sais que c'est le moment de partir. Et je pars. Je réfléchis pas à ce qui va se passer plus loin. Je vis l'instant présent. Une première ondulation, une deuxième. Je compense mes oreilles. Je continue de palmer. Tout devient un petit peu des automatismes. Je l'ai tellement fait. Mon corps sait faire tout seul. Et donc il ondule le long de ce câble. Vers 20 mètres, je fais une manœuvre où je prends l'air de mes poumons et je l'emmagasine dans mes joues, un peu comme un hamster. Et je sais que ça va être ma réserve d'air. Et donc, c'est une réserve d'air hyper précieuse parce que je dois pas la perdre. Je dois pas perdre une seule petite bulle d'air. Et donc, je verrouille ma glotte. Je fais en sorte que l'air ne puisse plus retourner dans mes poumons. Et puis, vers 30 mètres, je m'élance. Mon corps s'en va tout seul dans les profondeurs. Et c'est assez agréable comme sensation j'ai la sensation que je peux débrancher tout mon corps. Et donc, je fais le scan de tout mon corps et j'essaye de relâcher tous les muscles. Et là, il y a quelques minutes où c'est vraiment grisant parce que on se laisse complètement enveloppé et j'ai cette sensation que d'être enlacée, d'être dans un cocon et je me laisse comme ça guider jusqu'au fond. Et j'ai une alarme 5 mètres avant le bout de la ligne qui me dit ça va être le moment de ramasser ton témoin et de faire demi-tour. Tac, je ramasse mon tag et j'amorce ma remontée. Et là, c'est physique. Je dois m'arracher du fond. Je sais que il me reste l'équivalent d'un immeuble de 37 étages. C'est long. Ça fait déjà plus d'1 minute 30 que je respire plus, que j'ai fait un effort. Et mon corps, il commence à montrer ses signaux d'alerte. Et donc là, je palme inlassablement, je me pose aucune question, j'ouvre les yeux, j'essaye de me réveiller. La seule chose que j'attends avec impatience, c'est les apnéistes de sécurité qui me rejoignent vers 30 mètres. Là, ça me permet aussi de me réveiller, d'ouvrir les yeux, de leur sourire, de réveiller mon corps, de voir s'il est bien avec moi, s'il répond bien aux ordres que je lui demande. Et les derniers mètres sont un peu fatidiques parce que on se sent bien sous l'eau. Mais dès qu'on prend la première inspiration, c'est un électrochoc. On a l'impression comme quand on se réveille en sursaut d'un rêve.
on sait plus où est la réalité. On se dit waouh, qu'est-ce qui s'est passé? C'était super bien, j'ai envie d'y rester. Et en même temps, on est happé par la réalité, on doit respirer. Et donc cette première inspiration, elle est importante. Et puis après, tout doucement, on reprend contact avec la réalité, les gens qui nous entourent. Et puis on a envie de partager notre joie d'avoir accompli cette performance. C'est parfois un peu irréel, ce qu'on vit.